j'ai commencé PEAK, P-E-A-K, PEAK, The New Secret Science of Expertise, ou quelque chose comme ça, hier soir, sur la recommandation d'un copain à moi, qui est polyglotte, qui se reconnaîtra parce que ça doit être un des deux seuls qui regarde la chaîne activement. Et ça m'a demandé un peu de courage parce qu'avant ça, j'étais en train de lire How to Read a Book d'un dénommé Adler, un bouquin sorti en 1940, réédité en 1970 et qui est supposé être un des piliers de la lecture efficace, de la lecture qui te permet d'apprendre. Mais j'ai renoncé à peu près à la moitié du livre parce que ça n'apporte plus grand chose aujourd'hui, ne serait-ce que les techniques d'analyse pour savoir est-ce que c'est bon de lire un livre ou pas, à quelle vitesse il faut le lire, c'est complètement suranné quand tu sais que tu peux utiliser n'importe quel LLM pour te faire une idée de ce que tu vas lire. Mais quand il s'agit de choisir des livres, là j'en ai téléchargé plusieurs. Il y a Pour Charlie's Almanac, il y a donc celui-là, PEAK, qui est un des premiers qui est apparu dans ma liste. T'en as un autre de Monish Pabrai, The Dando Investing, je sais pas quoi. Il y en a un autre, ce que j'ai appris sur l'investissement grâce à Darwin. Les titres sont pas exacts, mais c'est les livres en anglais. Et donc, les jours qui viennent, ça va surtout être de l'investissement, mais t'as celui-là sur la performance qui m'a semblé un peu redondant au début, mais ça m'a quand même fait faire quelque chose. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai retiré du livre d'avant. Celui sur How to Read a Book, c'est en gros c'est ce que How to Read a Book, ça te dit qu'il faut d'abord être capable de savoir de quoi parle un livre, après quels vont être les points qu'il va développer, quels vont être les arguments, est-ce que ces arguments sont valables et qu'est-ce qu'ils vont m'apporter à moi. Je caricature, mais c'est un peu ça l'idée. Et toujours être dans une lecture active où tu es sûr de t'entendre sur les termes qui sont employés par l'auteur pour être bien certain de comprendre ce qu'il dit, parce que sinon tu peux pas prétendre que ce qu'il disait n'était pas intéressant puisque tu n'as pas compris ce qu'il avait à dire. Il fait une différenciation entre les livres pratiques et les livres théoriques. Les livres pratiques, c'est ceux qui t'apprennent à faire comment. Les livres théoriques, c'est ceux qui t'apprennent à comprendre pourquoi. Mais bref, j'en ai quand même retenu quelque chose finalement là au moment où je t'en parle, parce que ce matin j'ai fait le pas de montrer les portraits que je suis en train de faire quotidiennement et de les envoyer à certains de mes amis, 3 ou 4 ou 5, je sais plus, en leur disant est-ce que ça t'embête si je t'envoie mes portraits et tu me fais un feedback, tu me dis ce que t'en penses. Parce que je suis arrivé au moment où moi j'en fais mettons 8 par jour, entre 8 et 32 portraits par jour, on va dire, des portraits rapides, au trait, sans dessin préliminaire, et avec le but d'être le plus exact possible et le plus rapide possible et de faire le dessin le plus agréable possible. Et donc je suis arrivé à une forme de saturation parce que j'ai imprimé 150 pages mettons de 8 portraits et ces 150 pages j'ai fait le tour si tu veux. Donc je me retrouve à refaire la même page de 8 dessins. Au début, normalement je continue d'en imprimer parce que j'aime pas redessiner les mêmes trucs, mais au bout de 150 pages, je commence à les oublier un peu, ou en tout cas à les oublier suffisamment pour que ça veuille dire quelque chose de refaire le portrait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de recomparer la page de 8 portraits avec l'autre page de 8 portraits, de voir un petit peu ce qui a évolué, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, et enfin si toutefois il y a des choses moins bien. Et ça m'a parlé d'ailleurs dans le bouquin PEAK, parce que il prend l'exemple d'un conducteur qui fait tous les jours le même trajet pendant 30 ans et qui va probablement, ou d'un médecin d'ailleurs, qui fait les mêmes opérations pendant 30 ans et qui va probablement les faire moins bien au bout de 30 ans que ce qu'il faisait quand il est sorti d'école, parce que il y a une espèce d'habitude, une espèce d'endormissement, un automatisme qui s'installe qui fait que si tu es dans une pratique naïve, tu vas pas progresser en fait, et voire tu vas te détériorer. Donc c'est pas le tout de dire je bosse, de se mettre le nez dans quel que soit le sujet que tu es en train d'apprendre, mais il faut aussi le faire d'une manière suffisamment active pour que tu apprennes quelque chose à chaque fois. Et donc ce que dit PEAK, ce que dit Erickson, l'auteur de PEAK, c'est que pour sortir de l'écoute naïve, il faut avoir de la pratique naïve, il faut avoir une pratique qui est orientée sur des buts. Tout d'abord, il faut déterminer clairement ses buts. Et je sais pas moi si j'ai déterminé mes buts en dessin. Tu vois, pour l'instant, le but c'est d'en faire 8 par jour en attendant que la motivation revienne pour faire du dessin artistique. C'est-à-dire un dessin avec une production originale qui soit pas juste une reproduction passive. Enfin, t'as beaucoup de gens qui passent leur vie dans une reproduction passive. T'as tous les dessinateurs de Place du Tertre dont me parlait un copain dont je vais te parler après. Mais
Enfin bon, moi c'est pas mon sujet. Mais donc dans l'attente, si tu veux, il faut quand même que le jour où tu as quelque chose à dire, tu sois capable de le dire. C'est Pascal, je crois, qui disait, non, c'est peut-être pas Pascal, c'est Pasteur qui disait que le hasard ne favorise que les esprits préparés. C'était dans les préfaces de la moitié des bouquins de concours que je passais à l'époque des concours. Et donc voilà, ça c'est un peu resté. Donc l'idée c'est d'être suffisamment prêt quand il sera le temps de dessiner quelque chose d'original pour que ça ressemble à quelque chose. Parce que si tu dessines pas et que tout à coup tu as une idée géniale et que tu prends le crayon pour la faire, l'idée peut être aussi géniale que tu veux, si elle passe par le dessin, elle a de fortes chances de ressembler à rien du tout. Voilà. Donc il faut avoir un goal, dit Erickson dans Peak. Il faut... qu'est-ce qu'il faut avoir d'autre? Il faut avoir du focus. Il prend l'exemple de Steve, qui est quelqu'un à qui il apprenait à apprendre simplement des suites de numéros. Le type était payé pour venir 3 fois par semaine, passer 1 heure, pour apprendre le plus de numéros possible à la suite. Donc Erickson disait un numéro toutes les secondes, et puis il allait le plus loin possible. Et alors au départ, c'était quelque chose comme 5 chiffres qu'on pouvait retenir, puis après il arrivait à 9, à 11, à 15, à 20, et après, je sais plus, je crois qu'il est monté jusqu'à 82 à la fin. Alors qu'il pensait, et c'est aussi intéressant, qu'il pourrait plus progresser, passer 9 ou 11 ou 15, je sais plus. Et donc le conseil qu'il donne, alors je suis au début du bouquin, mais le conseil que donne Erickson dans ce moment-là, c'est d'aborder le sujet différemment en fait. Quand tu te retrouves face à un obstacle, tu dois aborder l'obstacle sur le côté plutôt que de te prendre le mur en frontal, parce que sinon tu vas décider que tu peux pas progresser, et donc là effectivement tu ne progresseras pas. D'ailleurs c'est fort et donc quand il apprend avec focus ces digits là, ces numéros, ces chiffres, Erickson raconte qu'il parle tout fort pendant qu'il les récite, il tape contre la table, enfin il est vraiment dans la zone au moment où il le fait. Et c'est ça qui lui permet d'aller plus loin. Et puis aussi, il met en place des systèmes. Alors ça m'a fait plutôt rire parce que le système dont il parle, c'est un système que moi j'ai instinctivement mis en place. Il dit qu'il a mis des semaines à l'apprendre. Alors ça va encore passer pour orgueilleux le fait que je dis ça, mais à la seconde où il commence à parler d'apprendre ses digits, évidemment que le premier truc auquel je pense, c'est de diviser les digits en séries de 3 chiffres, 2 chiffres, 4 chiffres, pour que ce soit plus facile à retenir que de faire que de les apprendre un par un, quoi, parce que là ça devient beaucoup trop incertain. Et donc ça c'est quelque chose que lui a compris en plusieurs semaines. Mais après la personne, Steve, est quelqu'un de normal, c'est pas supposé être quelqu'un avec un QI particulièrement élevé. Et d'ailleurs l'un des sujets du livre, là où j'en suis, qui est intéressant, c'est le fait que ce qui fait l'injustice entre les gens, c'est pas tellement le quotient intellectuel que la capacité d'adaptation, que la capacité à se concentrer, que la capacité à focus. Alors ça c'est quelque chose qu'on a effectivement pas mal entendu, mais lui, l'expert des experts, a renforcé ça par des études chiffrées, quantifiables, empiriques, démontrées, voilà. Donc tu vas avoir des gens avec des gros QI qui vont pas faire de miracles. Un autre exemple qu'il prend que j'aime bien, c'est celui des chauffeurs de taxi londoniens. Il décrit le concours qu'il faut pour devenir chauffeur de taxi londonien, et faut connaître absolument toutes les rues, tous les passages. En gros, faut être meilleur que Google Earth, et c'est pas donné à tout le monde visiblement. Il y a très peu d'élus, je sais pas combien il y en a, je sais pas si c'est 3000 ou 30 000, mais en tout cas ils ont fait passer des études sur les cerveaux des chauffeurs de taxi en question, et ceux qui réussissent le concours ont leur hippocampe qui grossit énormément. Et c'est la preuve qu'en fait les facultés peuvent être développées, ne sont pas innées, parce qu'ils comparent ça à des groupes témoins de soit des personnes qui n'ont pas passé le concours, soit des personnes qui ont raté le concours, et ils partent tous avec le même hippocampe, et à la fin l'hippocampe de ceux qui ont réussi a changé. Et voilà, et il prend aussi ça, enfin bon bref, il répète ça aussi pour le mettre en regard du chauffeur de bus londonien, qui lui n'a pas l'hippocampe qui grossit, bien au contraire, parce que, et ça lui sert à dire que c'est pas le fait de conduire dans l'ombre qui fait que ton hippocampe va grossir, mais c'est bien de conduire avec dans l'esprit une carte qui est en train de se former. Donc voilà. Donc j'ai envoyé mes petits dessins à mes amis, dont certains m'ont fait un retour. Le retour que j'attends le plus, c'est celui de Corentin Rouge, qui est, si tu regardes si tu veux, mais c'est un assez gros dessinateur,
Il parle pas beaucoup, mais en général, quand il dit quelque chose sur le dessin, il sait à peu près de quoi il parle. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va me dire. Et les retours que j'ai eu pour l'instant, c'est ceux d'un copain qui est dans l'art, dans l'import-export d'art, on va dire. Et il m'a dit, en fait, t'es dans une recherche entre ton style et tes skills, et c'est exact, et que t'arrives pas à nommer. Et c'est à peu près exactement ça, effectivement. J'essaye d'appliquer ce que je ne sais pas être mon style au dessin que je suis en train de faire. Et c'est cette recherche-là que je suis en train d'effectuer, mais je ne l'ai pas nommé comme ça, donc rien que pour ça, c'était intéressant. Et puis j'ai un autre copain qui lui est artiste, alors lui il n'est pas dans l'envoi des fleurs, donc il m'a dit ah c'est dommage, on dirait que ton trait ne t'appartient pas, qu'il n'est pas de toi, etc. Alors je vois pas comment mon trait pourrait ne pas être de moi puisque je le fais d'après photo et que c'est de l'interprétation en dessin de photo, mais bon, c'est pas comme si j'étais en train de recopier des dessins de dessinateurs, tu vois. Mais il dit, et puis tous tes dessins se ressemblent, etc. Alors il se trouve que les dessins ce sont des dessins de jeunes filles parce que c'est très il y a très peu de traits en fait pour dessiner une jeune fille et tu sais tout de suite si c'est beau ou si c'est moche, si ça ressemble ou si ça ressemble pas, donc c'est un peu sans appel. Mais il me fait ce reproche dont j'arrive pas à déterminer s'il est valable, qui est que mes dessins se ressemblent un peu tous, et je suis en train de me dire mais est-ce que c'est pas parce que les jeunes filles se ressemblent un peu toutes? J'ai pas encore tranché, voilà. Après c'est vrai que je les dessine tout le temps avec le même style de dessin comme si la lumière venait du même endroit, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour avoir un dessin agréable, rapide, efficace, relativement juste. Bref, on verra. Bref, la conclusion de mon ami, c'était tu devrais essayer l'autoportrait. Il n'y a pas mieux pour progresser, et ça m'a fait réfléchir. Et j'ai pensé à Achille, et je me dis qu'effectivement l'autoportrait c'est peut-être pas une bêtise, et que si l'autoportrait c'est pas une bêtise, et ben rien que pour ça, j'ai pas eu tort de demander du feedback à mes amis, et donc j'ai pas eu tort de lire le livre qui m'a dit d'aller demander du feedback non plus. Donc voilà, peut-être que cette lecture de self-improvement déguisé aura quand même servi à quelque chose, et en tout cas c'est intéressant, et je te la recommande. Donc si ça t'intéresse, jette un œil dessus, tu me diras ce que t'en penses. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à plus, ciao.